Il y a 3 ans, Sarah a disparu. Pas vraiment disparu, bien sûr. Elle continue de respirer, de rire, de vivre. Mais en ligne, elle s'est évaporée. Plus de story, plus de posts, plus de traces. Et vous savez ce qui est fascinant? Personne ne lui a vraiment demandé pourquoi. C'est comme si son silence était devenu sa nouvelle identité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit de ces gens qui ont choisi l'invisible dans un monde obsédé par la lumière. Et ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre rapport à tout ce que vous publiez. Chapitre 1. La dernière publication. Imaginez ce moment précis. Vous ouvrez votre application préférée, vous faites défiler votre propre profil et quelque chose clique dans votre esprit. Pas une révélation éclatante, plutôt une fatigue sourde. Vous regardez vos anciennes photos, vos anciennes légendes, et vous ne vous reconnaissez plus. Comme si vous observiez la performance d'un étranger qui portait votre visage. C'est exactement ce qu'a ressenti Marc, 32 ans, qui a supprimé toutes ses applications sociales un mardi matin sans prévenir personne. Il m'a confié quelque chose de troublant. Les 3 premiers jours, il cherchait encore son téléphone toutes les 5 minutes. Pas pour appeler quelqu'un, juste pour vérifier. Vérifier quoi exactement? Il ne le savait pas lui-même. C'est ça le piège. Nous ne publions plus pour communiquer, nous publions pour exister dans le regard des autres. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose d'inquiétant. À chaque notification, notre cerveau libère une petite dose de dopamine. La même molécule qui intervient dans toutes les formes de dépendance. Le sucre, l'alcool, les jeux d'argent et les likes. Sauf que personne ne vous dit que vous êtes accro. On appelle ça de l'engagement, de la connexion. Mais retournez 2 décennies en arrière. Comment viviez-vous vos moments forts sans les partager instantanément? Vous rentriez chez vous, vous racontiez votre journée à quelqu'un. Ou vous ne la racontiez pas, et elle restait vôtre, entièrement. Cette propriété psychologique sur nos propres expériences, nous l'avons abandonnée sans même nous en rendre compte. Chapitre 2. Ce que voient ceux qui ne parlent pas. Voici ce que personne ne vous dit. Les personnes qui ne publient rien ne sont pas absentes. Elles vous observent. Elles voient vos vacances, vos promotions, vos ruptures maquillées en nouveau départ. Elles scrollent en silence, sourient parfois, s'inquiètent d'autres fois. Mais elles ont compris quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore saisi. 80% de ce qui est publié en ligne est une reconstruction, une version optimisée, une réalité filtrée. Et quand vous passez des années à consommer ces versions améliorées des autres, quelque chose se brise en vous. Vous commencez à comparer votre coulisse au spectacle des autres. Votre lundi matin chaotique à leur week-end parfait. Votre solitude réelle à leur bonheur affiché. Une étude de Stanford menée sur 5000 utilisateurs a révélé un résultat glaçant. Plus vous passez de temps sur les réseaux sociaux, plus vous surestimez le bonheur des autres et sous-estimez le vôtre. Ce n'est pas de la jalousie, c'est une distorsion cognitive systématique. Votre cerveau traite ces images comme des données réelles, alors qu'elles sont des fictions soigneusement mises en scène. Alors certains choisissent de sortir du jeu, non pas parce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils ont compris que le jeu était truqué dès le départ. Chapitre 3. Le silence n'est pas du vide, c'est de l'espace. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Julie. Pendant 7 ans, elle a documenté sa vie. Chaque repas intéressant, chaque citation inspirante, chaque tenue soigneusement choisie. Elle avait construit une audience, des milliers de personnes qui suivaient son quotidien. Et puis un jour, elle a réalisé quelque chose de terrifiant. Elle ne savait plus quoi penser de rien tant qu'elle n'avait pas lu les commentaires. Son opinion sur son propre dîner dépendait des réactions qu'il générait. Sa confiance en sa tenue venait du nombre de cœurs. Elle avait externalisé son système de validation interne. Alors elle a tout arrêté. Pas d'annonce dramatique, juste un silence progressif. Les 6 premiers mois ont été déroutants. Elle se surprenait à penser en légende, à formuler mentalement des phrases accrocheuses sur ce qu'elle vivait. Mais peu à peu,
quelque chose d'étrange s'est produit. Elle a recommencé à ressentir les choses directement, sans filtre mental, sans cette voix qui se demandait comment formuler l'instant pour le rendre partageable. Elle m'a dit « J'ai redécouvert le plaisir pur, celui qui n'a pas besoin de témoins pour être réel. » Et savez-vous ce qui est ironique? Ces vraies amitiés se sont renforcées, parce que les gens qui tenaient vraiment à elle ont pris le téléphone, ils ont envoyé des messages, ils ont proposé des cafés. Les autres ont simplement disparu. Et elle a compris qu'ils n'étaient jamais vraiment là. Chapitre 4. La psychologie du fantôme numérique. Il existe un concept fascinant en psychologie sociale appelé la présence parasociale. C'est cette illusion que vous connaissez quelqu'un parce que vous suivez sa vie en ligne. Vous voyez ses enfants grandir, ses voyages, ses opinions politiques. Vous avez l'impression d'être proche, mais vous n'avez jamais eu de vraie conversation, jamais partagé un silence complice, jamais aidé ces personnes à déménager ou pleurer avec elles. Les personnes qui quittent les réseaux rejettent cette fausse intimité. Elles veulent du réel, du tangible, des relations qui survivent sans algorithme pour les nourrir. Mais attention, tous ceux qui ne publient pas le font pour des raisons saines. Certains sont paralysés par la peur du jugement, cette anxiété sociale qui se transforme en anxiété numérique. Ils ont des choses à dire, des moments à partager, mais la simple idée d'être vus les terrifie. Que vont-ils penser? Et si je dis quelque chose de stupide? Et si personne ne réagit? Le silence devient alors une prison plutôt qu'un choix. C'est important de faire cette distinction. Le silence libérateur versus le silence forcé. L'un est une force, l'autre est une blessure. Les premiers ont trouvé la paix dans l'invisibilité. Les seconds rêvent d'être vus, mais n'osent pas. Chapitre 5. Ce que vous perdez en publiant tout. Voici une expérience. Pensez au dernier moment vraiment magique que vous avez vécu. Un coucher de soleil inattendu, un fou rire avec un ami, une révélation personnelle. Maintenant, répondez honnêtement. Votre premier réflexe a-t-il été de le vivre ou de le capturer? Si vous avez sorti votre téléphone avant de vraiment absorber l'instant, vous n'êtes pas seul. Une étude de l'Université de Californie a montré quelque chose de troublant. Les gens qui photographient un moment pour le partager s'en souviennent moins bien que ceux qui l'ont simplement vécu. Pourquoi? Parce que votre cerveau externalise la mémoire. Il se dit « Pas besoin de tout enregistrer, c'est sur mon téléphone ». Sauf que la photo ne capture jamais ce que vous avez vraiment ressenti. L'odeur de l'air, la température sur votre peau, cette émotion fugace qui vous a traversé. Les personnes qui ne publient plus ont récupéré quelque chose de précieux, leur attention complète. Quand elles regardent un film, elles le regardent, pas leur téléphone. Quand elles parlent à quelqu'un, elles sont là, vraiment là. Et cette présence totale est devenue si rare qu'elle surprend. Vous connaissez cette sensation quand quelqu'un vous écoute sans vérifier son écran? Ce sentiment d'être vraiment vu, c'est devenu un luxe. Et ceux qui ne publient pas l'offrent naturellement parce qu'ils ne sont plus mentalement ailleurs, en train de penser à leur prochain poste. Chapitre 6. La rébellion silencieuse. Il y a quelque chose de profondément subversif dans le fait de refuser la visibilité dans une culture qui en fait une monnaie. Nous vivons dans une économie de l'attention. Votre temps de cerveau est vendu. Vos données sont monétisées. Votre engagement est optimisé. Et la meilleure façon de participer à ce système, c'est de publier, de générer du contenu, de nourrir l'algorithme. Alors quand quelqu'un se retire, c'est un acte de résistance, pas politique, pas idéologique, juste humain. C'est dire « je ne suis pas un produit, ma vie n'est pas du contenu, mon identité ne se négocie pas en like ». Les philosophes de la tech commencent à parler de souveraineté numérique, l'idée que vous devriez contrôler ce qui vous définit. Mais tant que votre image de vous-même est façonnée par les réactions des autres, vous n'êtes pas souverain, vous êtes dépendant. Les personnes qui disparaissent des réseaux reprennent cette souveraineté. Elles se demandent « Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Et la réponse à cette question,
elle la trouve dans le silence, pas dans le bruit des notifications. Chapitre 7. Ce qui reste quand tout s'éteint. Imaginez que demain, tous les réseaux sociaux disparaissent, toutes vos publications, tous vos followers, toutes vos photos. Que reste-t-il de vous? Cette question terrorise certaines personnes, parce qu'elles ont construit leur identité sur du sable numérique. Mais pour ceux qui n'ont jamais vraiment publié, cette question ne les inquiète pas, parce qu'ils existent en 3 dimensions. Leurs relations sont réelles, leurs souvenirs sont dans leur tête, pas dans un cloud. Leur valeur ne dépend pas d'un nombre qui peut s'effondrer du jour au lendemain. Il y a une beauté féroce dans cette indépendance. C'est la liberté de vieillir sans archives publiques de vos erreurs. De changer d'avis sans qu'on vous ressorte une opinion d'il y a 5 ans. De traverser des épreuves sans que le monde entier observe votre chute. C'est le privilège de l'oubli numérique. Et c'est un privilège que nous avons abandonné en échange de quoi exactement? De validation éphémère? D'une illusion de popularité? Les personnes qui ne publient pas ont fait un calcul différent. Elles ont décidé que leur paix valait plus que leur présence en ligne. Chapitre 8. Le retour au réel. Voici ce qui se passe quand vous arrêtez de vivre pour un public invisible. Vous recommencez à faire des choix pour vous. Vous portez ce qui vous plaît, pas ce qui rend bien en photo. Vous allez dans des endroits qui vous nourrissent, pas qui nourrissent votre feed. Vous fréquentez des gens qui vous élèvent, pas qui augmentent votre capital social. Et lentement, vous devenez plus vous-même que vous ne l'avez été depuis des années. Parce que vous n'éditez plus votre existence en temps réel, vous la vivez simplement. Les personnes qui font ce chemin parlent souvent de sentiments de légèreté retrouvés, comme si elles avaient porté un poids invisible pendant des années. Le poids de la performance constante, de l'autosurveillance, de cette petite voix qui se demande en permanence « Est-ce que ça fait bien? Est-ce que je parais bien? Est-ce que les gens vont aimer ?» Cette voix s'éteint, et dans le silence qu'elle laisse, vous entendez enfin votre propre voix, celle qui sait ce que vous voulez vraiment, celle qui n'a pas besoin d'approbation externe pour valider vos choix. Alors peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi certaines personnes ne publient jamais, mais plutôt pourquoi le reste d'entre nous ne peut pas s'arrêter. Qu'est-ce que nous cherchons désespérément dans ces petits cœurs rouges et ces pouces bleus? L'amour? La reconnaissance? La preuve que nous comptons? Si c'est ça que vous cherchez, je dois vous dire quelque chose. Vous ne le trouverez jamais complètement là-bas. Parce que l'approbation numérique est comme l'eau salée. Plus vous en buvez, plus vous avez soif. C'est sans fin. C'est insatiable. C'est conçu pour l'être. Ceux qui ont compris ça ont fait un choix radical. Ils ont décidé de chercher la validation là où elle peut vraiment être trouvée, en eux-mêmes et dans leurs relations authentiques, dans les yeux de quelqu'un qui les aime vraiment, dans le sentiment du travail bien fait, même si personne ne le voit, dans la fierté discrète d'avoir surmonté quelque chose, sans avoir besoin d'un public pour applaudir. Voilà ce que sont vraiment ces fantômes numériques. Ce ne sont pas des gens qui se cachent, ce sont des gens qui ont arrêté de chercher. Ils ont trouvé ce que nous cherchons tous, un sens qui ne dépend de personne d'autre, une identité qui ne se dissout pas quand on ferme l'application, une vie qui n'a pas besoin de spectateurs pour avoir de la valeur. Et peut-être que leur silence nous crie quelque chose d'important, que nous méritons tous une existence qui ne soit pas une performance, que l'invisibilité n'est pas l'inexistence, et que parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire dans un monde qui exige votre visibilité constante, c'est de disparaître. Non pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous avez enfin compris que vous n'avez rien à prouver.